Généalogie successorale, c'est un métier où le mystère est partout. On commence avec un mort, comme dans une enquête policière. On va établir des hypothèses, c'est un travail de détective. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la vie de ce garçon pour quitter son pays et ne plus jamais y revenir? Parfois, un pan entier de l'histoire de la famille s'est effacé, et notre rôle, c'est de remonter le temps et de pouvoir reconstruire cette famille. Pour nous, ça va être le début d'une vraie histoire qui, on l'espère, aura une jolie fin. Ils sont généalogistes successoraux. À la demande des notaires, ils recherchent les héritiers inconnus ou introuvables d'un défunt dont la succession doit être réglée. Pour les retrouver, ils remontent dans le passé des familles. Quand la notaire m'appelle, on part vraiment d'une page blanche. Je m'attends pas du tout à ce qui va se passer. Je m'attends pas à vivre autant d'émotions dans le dossier. Je m'appelle Audrey. J'ai 35 ans et je suis généalogiste depuis un peu plus de 3 ans. Il faut que je vous parle d'un dossier particulier. D'accord. Ça m'a été amené par une dame qui s'appelle Christelle. Et notre défunt s'appelait Pierre. Pierre. Il semblerait qu'il ait été élevé avec le papa de Christelle. Donc le défunt aurait été recueilli dans la famille Il semblerait. de Christelle. Peut-être qu'il a été placé à la DAS. Et ce monsieur-là, il n'avait pas de conjoint, Alors, pas d'enfant. Pas d'enfant, pas de conjoint. On n'a pas d'autres pistes particulières. On n'a rien dans ce dossier, on n'a rien. Le seul élément que j'ai dans le dossier au départ, c'est Christelle, qui est venue voir le notaire et qui était la seule à le connaître. Et je me dis que voilà, c'est peut-être grâce à elle que je vais récupérer des informations. Il faut que j'aille la voir en premier lieu. Son maigre dossier en main, Audrey va donc exploiter la piste de cette fameuse Christelle. Sa grand-mère paternelle aurait recueilli Pierre lorsqu'il était enfant, et elle aurait élevé comme un membre à part entière de sa famille. Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour Audrey. Merci de m'accueillir. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. On va s'installer à la Oui, table, je vous voulez. suis. Très Allez, bien. je vous en prie. Merci. C'est vous qui connaissiez le mieux Pierre, puisqu'il a été accueilli dans votre famille, en fait. Oui, il a été élevé avec mon papa. D'accord. Est-ce que vous savez comment il est arrivé dans votre famille? Alors moi, ce que m'a raconté mon papa, c'est qu'il a été abandonné par sa famille parce que la maman était décédée, D'accord. a priori, et que le papa ne pouvait pas s'occuper de l'enfant. Vous savez à quel âge il est arrivé dans votre famille? Alors, il est arrivé chez mes grands-parents à peu près vers 7-8 ans. 7-8 ans. Et votre père était déjà né à ce Oui, moment-là? oui, il était déjà né. D'accord. Ils avaient quasiment le même âge. C'est peut-être pour ça qu'ils ont partagé beaucoup de choses, voilà. Ils étaient très proches? Voilà, très très proches. D'accord, un peu comme... Comme deux frères. Comme deux frères, très bien. Donc là, on a ma grand-mère, la personne qui a élevé Pierre. Derrière, on a mon papa. Là, on a Pierre. Il est bel homme sur cette photo. On le reconnaît toujours sur les photos, on le reconnaît. Là, on a un jeune homme que ma grand-mère a élevé aussi. Ah, parce que votre grand-mère a recueilli d'autres enfants que Pierre. Voilà. Puis ma grand-mère était quelqu'un de généreux. Et voilà, c'est la dernière qui a dû être prise voilà, avec lui. Donc là, on a Pierre, mon papa, ma grand-mère maternelle et moi. D'accord. Je faisais partie de la famille. Il n'avait pas de femme? Non, pas de femme. Pas d'enfants connus? Pas d'enfant connu, j'ai toujours connu seul. Toujours connu célibataire? Voilà. D'accord. Et des frères et sœurs peut-être? On a entendu parler d'un certain frère, mais voilà, mais pas plus que ça, quoi. On peut pas... D'accord, donc il aurait eu un frère. Voilà. Vous savez pas si c'est un petit frère, un grand frère, juste Pas du un tout. prénom, c'est... D'accord. Donc c'est Voilà. la seule information Voilà. que vous avez en fait sur notre Pierre. Je vais pouvoir maintenant commencer les recherches. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. De rien. Vraiment de votre accueil. Je vous tiens au courant. Si. Audrey a la confirmation que Pierre est bien un enfant abandonné. Elle apprend aussi qu'il avait sans doute un frère. Très bien. Pour vérifier ces informations, elle se rend avec son collègue Stephen aux archives du Mans
où ils obtiennent l'autorisation de consulter le dossier de l'assistance publique du défunt. Je te laisse la primeur d'ouvrir le dossier. Du coup, il a été admis. Alors déjà, voilà, il a été admis effectivement 6 août 42. 6 août 1942. Donc il avait 5 ans. 5 ans. C'est ça. Date de décès de la mère. 25 septembre 41 au Mans. Donc en 41, sa maman est décédée, il avait 4 ans. Il avait 4 ans, oui. Et il a été placé le 23 septembre 42. Donc il a été placé 1 an après le décès de sa maman. Et là, placement successif. Donc ça, c'est toutes les familles qui l'auraient fait. Jusqu'à la famille de Christelle. À la guerre. Ah oui. Elle nous a dit qu'il était arrivé à 7 ans. Donc ça coïncide. Ça correspond. Mais alors attends, ce qui est intéressant, c'est quand même de savoir qu'il a eu 1, 2, 3, 4 familles avant d'arriver chez la grand-mère de Christelle. Donc c'est un enfant qui a été quand même baladé. Ouais. De famille en famille. Dès tout petit. Il y a des commentaires sur en classe, par exemple. Dès que je m'approche ou le regarde, il se baisse sur sa table comme pour se cacher. Il a toujours peur d'être battu. Pierre a été abandonné à l'assistance publique en 1942. En pleine Deuxième Guerre mondiale, il est loin d'être le seul à se retrouver dans cette situation. Manque de ressources financières, perte d'emploi, décès des parents. La situation catastrophique du pays favorise les abandons et les mauvais traitements. Le petit Pierre, âgé de 5 ans, a été ballotté de famille en famille, au moins 4 en 2 ans. Probablement maltraité, l'enfant est devenu un homme solitaire qui n'a jamais pu créer son propre foyer. C'est un enfant qui devait être perturbé, ça paraît complètement compréhensible. Ah, alors là, c'est intéressant. C'est mon bulletin de naissance. Donc là, c'est un document sur les parents défunts. Oui. Ils étaient 8 enfants. Ouais, donc il y avait 7 frères et sœurs. Donc il aurait 7 frères et sœurs. On avait la naissance d'un frère au départ, et finalement ils sont 8. Ils sont 8 en tout. Donc voilà, il va falloir les retrouver. Le défunt n'a pas laissé un frère, mais il a laissé 4 frères et 3 sœurs. Donc là, c'est une très belle découverte, puisque voilà, on se dit, on a plusieurs frères et sœurs. La question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont toujours vivants? Pierre, le défunt, né en 1937, est l'avant-dernier d'une fratrie de 8 enfants. Les généalogistes vont les rechercher un à partir des registres de naissance et des actes d'état civil. Robert, il est bien issu de Louis. C'est la bonne filiation, donc il est toujours en vie. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bonne chose. Hein. Ouais, très bonne nouvelle. Alors, donc là, Charlotte. Elle est là. Ok, donc c'est bien une sœur de notre défunt. Il y a une mention de décès. Elle vient de décéder le 24 mai, c'est tout récent. Ouais, c'est dommage parce que du coup, elle sera décédée juste avant de connaître son frère. Ouais, exactement, ouais. 6 de ses frères et sœurs sont morts, mais il laisse des enfants. Au total, 1 frère, 5 neveux et nièces et 6 petits-neveux vont hériter de la succession de Pierre. En tout, nous avons pu retrouver 12 héritiers. Et je me demande à ce moment-là ce qu'ils connaissent de leur famille. Peut-être qu'ils ne se connaissent pas entre eux. Et notre rôle en tant que généalogiste, c'est de reconstruire cette famille en remontant le temps. Une famille de sang que le défunt n'a peut-être jamais connue. Dresser la généalogie d'un défunt dans le but de rechercher ses possibles héritiers, c'est d'abord remonter dans son passé, retracer sa vie et celle de sa famille, avec ses bonheurs et ses drames. Une fois l'arbre établi, s'applique alors le droit successoral édicté par la loi et non par le cœur. C'est toujours excitant quand on va chercher un dossier chez un notaire parce qu'évidemment, on nous donne finalement assez peu d'informations, donc on fantasme un petit peu dans notre tête comment on va se projeter dans cette histoire. Merci de me recevoir. Assieds-toi, je t'en prie. Et quand on arrive, on s'attend à tout, mais en tout cas, on sait qu'il va se passer quelque chose et que pour nous, ça va être le début d'une vraie histoire et qui, on l'espère, aura une jolie fin. Je m'appelle Pascal, je suis généalogiste successoral depuis 35 ans. Alors, c'est une personne prénommée Colette, qui avait 90 ans, donc, qui était dans un EHPAD. D'accord. Et monsieur est décédé en 2015. Et comme il n'avait pas d'enfant, c'est madame qui a récupéré, héritier de qui a récupéré tout le patrimoine de monsieur. D'accord.
Elle a vendu sa résidence principale, donc il n'y a plus de biens immobiliers. D'accord. Alors, nous avons des comptes bancaires pour un montant quand même relativement important, puisque c'est de l'ordre de 360 000 € au niveau des comptes bancaires. Et il y a également des assurances vie avec des montants relativement conséquents. Après le décès de monsieur, elle s'est installée dans un EHPAD. Ouais. Elle a décidé de se rapprocher de la famille de son mari, mais qui ne sont pas ses héritiers, puisque ce sont des neveux et nièces par alliance. Et ce qu'il faudrait rechercher, bien entendu, c'est les héritiers de son côté. À la mort de son mari, Colette a hérité de toute sa fortune. Aujourd'hui, selon le droit français, seuls les membres de sa famille de sang pourront donc hériter. Cette personne, après le décès de son mari, m'avait déposé en 2016 un testament holographe. D'accord. Moi, je n'en connaissais pas le contenu, mais peut-être avait-elle voulu gratifier certaines personnes de son entourage ou certaines personnes de sa famille. Mais c'est un testament qu'elle a voulu annuler en 2020. D'accord. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de testament. D'accord. Voilà. Du vivant du testataire, la personne ayant rédigé son testament, le notaire ne peut en aucun cas ouvrir ce document. Colette l'ayant retiré avant sa mort, le notaire n'a jamais su qui elle voulait gratifier. Peut-être avait-elle décidé de changer elle-même de légataire. Peut-être avait-elle l'intention de faire un testament en faveur de ses neveux et nièces par alliance. Je ne sais pas. Pascal a été autorisé par le notaire à contacter une des belles-sœurs par alliance de Colette. Il espère obtenir ainsi des informations sur les membres de la famille de sang de la défunte. Sans testament, ces derniers sont les seuls à pouvoir hériter. Entrez. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci vraiment de me recevoir. Alors, asseyez-vous. Avec plaisir. J'ai besoin un petit peu de vous pour faire le point et puis pour que vous me parliez un petit peu de la famille de Colette. Je pense que vous pouvez mieux que quiconque me parler d'elle et de sa famille. On va essayer de se rappeler le principal, déjà. Merci beaucoup, madame. Donc, pour les peu d'éléments que j'ai, donc elle a épousé Pierre. Pierre était votre frère. Voilà. Oui. D'accord. Et ils se sont rencontrés, c'était le coup de foudre. C'est génial. Et ils ne se sont plus quittés? Non, un an après, à peu près, ils se sont mariés. Ils n'ont pas eu d'enfants? Non. Il était paraplégique. D'accord. Il avait été blessé à la guerre d'Algérie. Il a sauté sur une mine, donc il ne pouvait pas avoir d'enfants. Oui, c'est terrible. Là, c'était terrible. Ouais. Terrible, terrible pour lui. Donc, mais bon, après, il a fait sa vie, ils sont mariés. Ouais. Voilà pour leurs 50 ans de mariage. Ah oui. On avait fait quand même un peu la fête. Ah oui, à votre santé les amoureux. Et ça, c'est une personne qui mène mon frère avec son fauteuil et qui sont en train de danser tous les deux. Oh, c'est mignon. Et Colette, on ne peut rien lui reprocher. Elle est une épouse exemplaire. Parce qu'il fallait quelqu'un pour s'occuper constamment de lui. Oui. Et c'est elle qui faisait son infirmière. C'était... jusqu'au dernier moment, elle l'assistait. Oui, oui. Et donc après, elle s'est donc retrouvée seule là-bas. Bon. Elle disait toujours Colette, et maintenant je n'ai plus de famille, je suis seule. Et c'est de là qu'on lui a posé la question si elle voulait venir vers nous. Ouais. Et elle nous a dit oui. Elle est donc venue vers nous dans une maison de retraite, là, à Saint-Marcel. Et donc, on s'en est très, très bien occupée. Oui, bah, j'imagine, elle a été heureuse les 15 derniers mois qu'elle est à Saint-Marcel. Jusqu'à son décès, le jour de Noël, malheureusement. D'accord. D'accord. Et alors, à un moment, elle n'a pas eu envie de prévoir le futur? Non. Elle avait fait un testament. Ouais. Et c'était prévu qu'elle en refasse un autre. D'accord. Elle n'a pas eu le temps. Elle n'a pas eu le temps. Elle n'a pas eu le temps. Malheureusement. D'après Thérèse, à la disparition de son mari, Colette aurait en fait désigné une de ses amies comme héritière de sa fortune. Avant de changer d'avis
et de vouloir gratifier sa famille par alliance, celle qui s'est occupée d'elle jusqu'à la fin. Elle nous avait toujours dit, Eh oui. vous êtes les seuls à qui je peux donner tout ce que j'ai. Et bon. C'est toujours délicat de dire à une personne, ben oui, vous vous en êtes occupé, mais cela sera d'autres personnes qui vont pouvoir hériter. Parfois, effectivement, ça peut faire quelques dégâts et quelques déceptions, bien sûr. Comme on dit, hein, l'argent ne fait pas le bonheur. Je suis bien d'accord avec vous, madame. Thérèse connaissait Colette depuis près de 70 ans. Ce qu'elle s'apprête à révéler à Pascal va changer le cours de son enquête. Elle vous parlait un peu de sa famille, un peu de... Si elle avait des frères, des sœurs. Elle avait qu'un frère, Guy. Alors, un frère, d'accord. Il a disparu quelque temps après le mariage de Colette. Et ils ne l'ont jamais revu, retrouvé, rien. Ils n'en ont Ah oui, il a disparu. Il a disparu, ils n'en ont plus jamais eu de nouvelles. D'accord. Il est peut-être décédé, il est peut-être parti à l'étranger. Ah oui. Je ne sais pas, mais sa femme était enceinte. Guy était marié. Oui, il était marié, ils avaient une petite fille, donc Véronique. D'accord. Même quand elle a couché, ils ne l'ont jamais retrouvé, jamais rien. Il n'a jamais su qu'il avait un petit garçon, Bruno, mais il est décédé et il avait 16 ans. Et Véronique, qu'est-ce qu'elle est devenue? Je ne sais pas. Ok. Et l'épouse de Guy non plus, on n'a plus de nouvelles non plus? Elle est décédée, Monique. Ah, Monique. Et elle est décédée? Oui. D'accord. D'accord. Ok. Colette aurait donc un frère, Guy, marié et père de 2 enfants. Bruno, qui serait décédé très jeune, et Véronique. Visiblement, Colette avait un frère, Guy, qui a disparu de la circulation. Donc ça complique un petit peu ma mission. Qu'est-il devenu? Je ne le sais pas. Et c'est à moi de le retrouver. Pour espérer retrouver un héritier de la défunte Colette, Pascal va devoir remonter la piste de son frère disparu depuis plus de 60 ans. La mort d'une mère est une tragédie. Elle change forcément le destin de ses enfants qui, de drame en drame, font peser leurs souffrances sur les générations suivantes. Alors il faut parfois une autre disparition pour réunir à nouveau toute une famille. C'est le cas dans le dossier de succession de Pierre, le célibataire endurci. Au décès de sa maman, Pierre, le défunt, et ses 7 frères et sœurs ont tous été séparés. 80 ans plus tard, un seul vit encore. Il hérite avec 5 neveux et 6 petits-neveux. Ce matin, Audrey a rendez-vous avec 2 des héritiers, Michel et André, les enfants d'une des sœurs de Pierre, disparues depuis peu. Bonjour Michel. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bon. Merci. Bonjour André. Merci beaucoup de m'accueillir, c'est très gentil. Moi j'ai été mandatée par un notaire dans le cadre d'une succession. Mes recherches m'ont amenée à vous retrouver. Donc je suis ici pour parler de la famille de votre maman, que vous ne connaissez pas, je crois. J'ai juste une photo, je pense que c'est sa maman par déduction, enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais autrement, on n'a rien, on n'a aucun document, aucun truc sur sa famille. C'est le seul, en fait. Oui, ah oui, on n'a rien, hein, rien du tout. Hein. Alors, la photo, voilà, qui serait sa maman, normalement. Donc, ça serait celle-ci. Ce serait cette photo-là. Donc, ce serait votre grand-mère. Voilà, on pense. Hein. Maternelle. Et là, c'est une photo de notre maman. Très jeune avec notre papa. Vous saviez quand même que votre maman avait perdu la sienne quand elle avait à peu près 13-14 ans. Oui, ça oui. Elle vous a jamais parlé de ses frères et sœurs? Ah non, elle n'en parlait pas. Elle n'en parlait jamais. C'était même... Enfin oui, quand on lui demandait, ben, c'est pour elle, c'était... Oui, c'était douloureux. On aurait dit qu'elle allait étouffer, enfin que c'était terrible pour elle. Mais bon, voilà. On avait envie de savoir quand même. On a essayé, voilà. Donc oui, moi j'ai assisté. Et donc elle m'a écrit une lettre. Cette lettre, la mère de Michel l'a écrite plusieurs années avant sa mort. Vous l'avez, cette lettre? Et oui, je l'ai, cette lettre que j'ai gardée précieusement. Vous pouvez me la lire, Vous Michel? voulez que je... Oh. Ouais. Alors, bon, ça y est.
Alors voilà, alors donc Michel, voilà. J'ai en sœur Marie-Louise, Jeanne, en garçon, Jean, Claude, Robert, Daniel. Voilà ce qu'elle met, hein. Voilà. Oh, ça me fait pleurer ça. Alors, ma maman est morte, mon père n'est pas capable de nous garder. Il ne travaillait jamais, il était souvent au chômage, donc il y avait à la maison très peu d'argent. La guerre est venue, alors nous sommes dispersés et nous nous sommes jamais revus. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, mais c'est la vérité, je t'embrasse, ça me fait peur, je t'embrasse bien fort. À bientôt de te voir. Inutile de me poser d'autres questions. Je ne sais rien de plus. Voilà, c'était clair, net. Hein. Fallait pas en parler plus. Hein. C'était... Voilà. Et c'est tout ce qu'on a. Ben ouais. Tu vois. Mais donc, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour nous. Oh, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui me font pleurer. Là. Bon, on est ému parce que aussi elle est juste partie et tout. Enfin, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On a l'occasion de pouvoir donner des bonnes nouvelles, puisqu'il reste un frère vivant, Robert. Robert, il est né en 1936 et il est toujours vivant. Donc vous avez un oncle qui est encore en vie aujourd'hui. Je vous montre un petit peu le tableau. Oui. Pour vous montrer un petit peu j'ai hâte depuis le temps que j'avais envie. Ouais. Alors. On a retrouvé 8 enfants. Ah, la table n'est pas assez grande. On va sortir les rallonges. Ouais, parce que vous avez 3 cousins germains. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 cousins issus de germains. Arrêtez, hein. Vous allez avoir une famille trop nombreuse maintenant. J'ai vraiment l'impression d'avoir été utile. Je leur apporte en fait une famille, et c'est vraiment ça qu'ils attendaient. Donc pour moi, c'est une grande satisfaction. On va se rendre dans la maison de Pierre, à la guerre. Je vais faire un inventaire avec le notaire, et donc je vais vous convier à cet inventaire. Et je vais convier également tous les autres héritiers qu'on a retrouvés. Le jour de l'inventaire de la maison de Pierre, cet homme abandonné à l'âge de 5 ans et qui n'a jamais revu aucun membre de sa famille, certains des héritiers ont répondu présents, tous des étrangers les uns pour les autres. Robert, le seul frère du défunt encore vivant, manque à l'appel. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Michel, la fille de Charlotte et la sœur de Pierre. D'accord. Et moi je suis le fils du frère de Pierre. D'accord. Vous êtes cousins. Oui, oui. Vous êtes cousins germains. Oui, ça me fait bizarre parce que j'aurais jamais pensé ça. Et ça fait plaisir quand même. Il y a longtemps que je voulais connaître la famille de mon père. J'aurais jamais imaginé que ça arriverait un jour. Oui, c'est, je sais pas, c'est, oui, complètement inattendu et inespéré. Voilà. C'est un rêve un peu, oui, un rêve éveillé. Je vais vous inviter à rentrer dans la maison. On va commencer l'inventaire. Donc vous voyez, écoutez, on rentre dans la première pièce qui est la pièce de vie, en fait, cuisine, salle à manger. Vous voyez qu'effectivement, il vivait chichement, comme vous dites. C'est le moins qu'on puisse dire. La femme sur cette photo serait la mère de la fratrie de Pierre. Décédée en 1941, c'est à sa mort que la famille s'est disloquée. Ce serait leur maman, oui, la grand-mère. Ah, je la connais. La maman de quand même. tous. La grand-mère, attends, ça vaut la peine, ça. Parce que là, il n'y a personne qui l'a. Ah, mais ça, c'est bien. Merci pour la grand-mère. Ah bah, c'est tout ce que j'ai. Hein. On n'avait pas dit. C'est pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Hein. On n'avait rien. On a tous pas grand-chose. Voilà, oui. On sent qu'eux aussi, ils ont envie, là, qu'ils étaient contents. Je pense qu'il y a eu le manque pendant des années. Et puis que tout le monde, là, fonce, quoi. Alors là, c'est Pierre. Ah, voilà. D'accord. Ouais. Vous voulez le voir? Ah ben oui, oui, je regarde, oui. Tout jeune, là.
Michel, je voulais voir avec vous parce que du coup, vous avez remarqué que Robert, le frère de votre maman, n'était pas présent. Oui. Voilà, c'était trop compliqué pour lui. Voilà, il est assez âgé. Par contre, ce qu'on peut faire, voilà, il était d'accord pour qu'on lui passe un petit coup de téléphone. On va aller se mettre derrière, on sera plus au calme. Michel va pouvoir réaliser son rêve. Parler à cet oncle dont elle ignorait jusque-là l'existence. Oui, bonjour. Oui, bonjour Audrey Lustrement. Vous allez bien? Ça va. Oui. Je vous laisse avec Michel, qui souhaite aussi vous parler. D'accord. Voilà. Ok, merci. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Robert. Donc je suis très émue, je suis désolée pour vous. Donc voilà. Oui, j'avais très envie de vous rencontrer parce que vous êtes le seul frère de maman que je peux encore rencontrer aujourd'hui. Moi je suis très émue aussi. Bon. Oui. Et maman Charlotte, elle aurait eu 94 ans aujourd'hui. Ce qui est dommage, j'aurais bien aimé rencontrer votre mère plus tôt. Oui, ça je me doute. Oui, c'est comme ça, c'est dommage, très dommage. Elle en a souffert toute sa vie, hein, d'être séparée de sa famille, de vous avoir perdu. Tout ça, ça a été sa douleur de vie. Hein. J'aimerais vraiment vous rencontrer un jour pour vraiment parler, quoi, si ça vous dit. Je suis très contente qu'il soit toujours là. C'est un de ses frères et c'est irremplaçable pour moi. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup, très envie de recréer cette famille. Il est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Voilà. Il faut plus se lâcher, là. Au-delà d'avoir retrouvé les héritiers de Pierre, qui toucheront quelques milliers d'euros chacun, Audrey a réuni une famille dont les liens avaient été détruits par le destin. Quand leur terre natale n'est que conflit et oppression, certains hommes n'ont d'autre choix que de fuir. Que deviennent alors leurs proches restés sur place, prisonniers de l'histoire de leur pays? C'est ce que va tenter de découvrir Pascal dans ce nouveau dossier. Pour un généalogiste, chaque dossier est inévitablement un nouveau voyage vers une destination inconnue, vers une histoire inconnue. Je m'appelle Pascal, j'ai la chance d'exercer ce beau métier de généalogiste depuis maintenant 27 ans. Tout a commencé pour le généalogiste quelques mois plus tôt, lorsqu'un notaire marseillais lui confie la succession de Leys, un homme mort à l'âge de 63 ans d'une crise cardiaque. Alors, monsieur Casil, je vous ai sollicité. Il s'agit d'un monsieur d'origine irakienne. Qui habitait en France, en Avignon. J'ai récupéré son passeport, que voici. J'ai pas beaucoup d'éléments sur la situation de la famille aujourd'hui, parce qu'il a perdu le contact avec une partie de ses frères et sœurs, qui sont, c'est là où vous allez voir qu'il y a une vraie complexité, qui sont originaires de Mossoul, au nord de l'Irak. Et donc, en cette période, ça sera extrêmement compliqué d'avoir des informations. De juin 2014 à décembre 2017, le groupe terroriste Daesh règne en maître sur Mossoul. Lorsque les djihadistes mettent la main sur la ville, les habitants fuient par milliers. Les autres se résignent. Aujourd'hui, après des années de guerre, c'est toujours la désolation et les familles pleurent leurs morts. Ou bien cherchent à avoir des nouvelles de ceux qui ont fui et ne sont jamais revenus. On ignore tout de ce qu'est devenue la famille du défunt. En France, pas de proches connus. Il est décédé chez lui et ce sont ses collègues de travail qui se sont inquiétés de ne plus le voir. J'ai pu déjà faire un inventaire de l'appartement. J'ai récupéré un certain nombre de documents, ses relevés bancaires, des papiers professionnels, etc. Et puis, surtout, un carnet d'adresses. Et là, vous avez peut-être des choses intéressantes à trouver. Alors, il y a les numéros de l'ambassade d'Irak, etc. Donc, on voit qu'il avait quand même gardé un lien avec l'Irak. Il y a aussi des contacts en Irak, où vous aurez sûrement des fils à tirer. Alors, pour tout vous dire, ça fait 27 ans que je fais ce métier. C'est la première fois qu'on va avoir que j'ai un dossier qui renvoie avec des recherches en Irak. Chez le notaire, forcément,
La curiosité est au degré maximal. Le lieu, l'Irak, je veux dire, c'est pas un endroit neutre, c'est un endroit incroyable. Je me dis, quelle est cette histoire de cet homme qui part d'Irak, qui vient mourir en Avignon, tout seul? L'aventure, je ne sais pas où elle va me mener, mais probablement en Irak, pour y retrouver des membres de la famille. Merci. Merci à vous. Et puis on se tient au courant pour la suite. Pour entamer les recherches, qui le mèneront peut-être jusqu'aux héritiers de Leys, Pascal dispose d'un premier indice, le carnet d'adresse du défunt. Il va demander de l'aide à Quider, un collaborateur spécialiste des pays arabophones. Très bien. Alors Quider, je t'amène un nouveau dossier. Tu vas voir, c'est une recherche un peu particulière. Moi, ça fait 27 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais eu de recherche là-bas, c'est en Irak. Je ne sais pas toi si tu as déjà eu le cas. Non, c'est la première fois. J'ai son acte de décès, qui est ici. Et j'ai notamment 2 autres documents. Le premier, c'est le passeport. Autre élément que j'ai récupéré, le carnet d'adresse, qui a été récupéré par le notaire au domicile du défunt. Et toi, ça va te parler, puisque à la fin, moi, j'ai pas pu décrypter, mais il y a pas mal d'infos rédigées en arabe. On a des prénoms, Mohamed, Tariq, Hani, Ayad, Iman, Ibtial, Asma. Et je pense qu'il y a une adresse, Hay Tunis, la rue de Tunis, à Bagdad. Avec Mahal, c'est boutique avec des chiffres arabes à côté et le numéro. Après, marqué Saïdalia, ça veut dire pharmacie. Mais je pense, à mon avis, il faut commencer par enquêter, comme la plupart de ces pays que j'ai l'habitude, c'est d'enquêter sur place. L'Irak reste toujours un endroit assez compliqué à y aller et à travailler quand on vient de l'étranger. Ce qui est que j'ai quelqu'un qui est sur le secteur. On peut le contacter. Si tu permets, je prends 5 minutes, je vais appeler le correspondant. Allez, ok. Salam alaikum. J'ai un nouveau dossier qui me vient de la part d'un notaire. Le défunt s'appelle Leys. Là, j'ai un carnet devant moi. C'est marqué en arabe. Il y a des noms comme Mohammad, Tariq, Ayad, Iman. Il y a aussi des adresses à Bagdad. Apparemment, c'est l'adresse d'une pharmacie. Ok. Est-ce que tu peux m'envoyer tous les détails par mail? Ok. D'accord. Au revoir. Alors, mon cher, il essaie d'avoir plus d'informations. Il m'a dit de gratter le plus d'informations. Il va enquêter là-bas, voir vraiment la pharmacie, si elle existe. Bien sûr, il faut le tenter, il faut le tenter. On a la première pièce du puzzle, on va l'exploiter et espérons qu'on va trouver quelque chose. On se tient au courant. C'est parfait. Le défunt était formateur à la Chambre de commerce d'Avignon. En attendant les résultats de l'enquête du correspondant irakien, Pascal part rencontrer un des proches collègues de Leys. Il en saura peut-être plus sur la vie privée du défunt qui repose dans la cité des papes. Bonjour, Pascal Kazil. Roland, enchanté. On a organisé une cérémonie devant son bureau à la chambre de commerce. On avait des roses et chaque étudiant est venu déposer une petite rose. C'est pas courant quand même, j'imagine. C'est vrai. Parce qu'il était très apprécié. Très apprécié. Alors c'est sa tombe là? Oui, oui. Il y a une plaque donc? La plaque, ça c'est moi qui m'en suis occupé. C'est vous avec les étudiants? Avec les étudiants, oui. Ah, mais tous les étudiants ont participé. C'était un élan. Ils ont unanime et tous sincère, avec leurs petits sous. Chacun a donné quelque chose en disant moi je veux vraiment contribuer à quelque chose. C'était un homme célibataire, très seul, je pense. Et c'est vrai que ces étudiants, c'était tous un peu ses petits. C'était un homme secret, hein, très secret sur son arrivée en France, sur sa famille. On savait qu'il avait de la famille en Irak, je savais qu'il avait des frères et sœurs. D'accord, ça il vous l'a dit? Oui, oui. On a compris qu'il avait fui l'Irak. Ah oui, carrément. Après, je ne sais pas si c'est pour des raisons politiques, s'il était opposant, ou... qu'est-ce qui s'est passé, on n'en sait rien. En 1982, l'année où Leys arrive en France, l'Irak et l'Iran sont en guerre.
Saddam Hussein, à la tête du pays depuis 3 ans à la suite d'un coup d'État, concentre tous les pouvoirs et fait régner la terreur parmi la population et ses opposants politiques. Le jeune étudiant était-il en danger? Il fuit en tout cas pour ne jamais revenir et laisse derrière lui une famille dont on ignore ce qu'elle est devenue. Pascal réussira-t-il à la retrouver? Obtiendra-t-il des réponses qui lui permettront de comprendre le parcours de Leïs l'Irakien? Retrouver des héritiers inconnus dans une succession peut s'avérer laborieux. Mais quand il s'agit de personnes ayant disparu volontairement depuis plusieurs décennies, les généalogistes doivent enquêter avec méthode. C'est le cas dans le dossier de la défunte Colette. Son frère Guy, qui pourrait être l'unique héritier de sa succession, n'a plus fait parler de lui depuis 60 ans. Louis, le collègue de Pascal, a découvert qu'il était né en 1934, 2 ans après sa sœur. Pour retrouver son acte de naissance et retracer son parcours, les généalogistes font donc le pari que les 2 enfants sont nés dans la même commune, Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Donc si on part du principe qu'il est né en 34. À 34 à Colombes, alors on va prendre Colombes. Alors G P R S. Ah, un petit peu trop loin. Ouais. Il est là. Ouais. Ah, Guy. 1er avril. 1er avril. Un poisson. Voilà. Guy et donc Marcel. Guy Marcel. Comme son père. Ah bah ouais, oui, non, bah c'est quasiment sûr que c'est oui, on va vérifier ça. Donc 1er avril 34. Ouais. On va pouvoir commander son acte de naissance tout de suite. Super. Bravo. Excusez-moi madame. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le registre des naissances de Colombes de 1934, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Ah. Hop là. Alors, donc on a dit... 1er avril. 1er avril. 1er avril. Février. Mars. Alors, on n'est pas loin. 1er avril, là. Guy Marcel. Alors... Pas de mention de décès. Pas de mention de décès, déjà. Alors, déjà... Il a envie. On vérifie. Oui. Ouais. Et donc, bien écoute, on a là... on a l'héritier. Bingo. Il n'y a pas de mention de décès. Mais c'est pas parce qu'il n'en a pas qu'il n'y a pas de décès. Donc tout cela doit être vérifié. Il arrive parfois en effet que les archives de l'état civil du lieu de naissance d'un défunt aient omis d'inscrire la mention décès sur leur registre. C'est pourquoi les généalogistes croisent toujours diverses sources d'informations. En l'occurrence, en ayant recours à leur propre base de données qui recoupe tous les fichiers possibles liés à l'annonce des décès en France. Alors, c'est voilà, Guy Marcel, et il est né le 1er avril. Alors, Guy Marcel, alors né le 1er avril 34, et ouais. Il est décédé. Il est décédé. Zut. Il est décédé le 11 mars 2004 à Cannes. À Cannes? À Cannes. Verdict sans appel. L'unique piste des 2 généalogistes tombe à l'eau. Guy, malheureusement, est décédé. Donc, il nous faut retrouver sa descendance éventuelle. Je me souviens quand même que Thérèse nous avait signalé quand même qu'il avait eu des enfants. Donc, il nous faut maintenant retrouver trace de ces 2 enfants. Il y a une mention de mariage. Alors... marié à Mésidon avec Monique Angèle. On va exploiter son mariage à Mésidon. Oui. Après son mariage avec Monique en Normandie, Guy et son épouse s'installent à Paris. Pour retrouver une trace de leurs enfants, les généalogistes passent en revue l'état civil de tous les arrondissements de la capitale. Et la recherche s'avère fructueuse. À l'issue de cette battue, nous avons déterminé 2 naissances enfants de Guy, Véronique et son frère Bruno, qui hélas est décédé à 17 ans. Véronique est encore en vie, donc il nous reste maintenant à rencontrer Véronique. Véronique est aujourd'hui âgée de 62 ans. Mère de famille, elle travaille comme aide ménagère dans une petite ville de Loire-Atlantique. Bonjour madame.
Bonjour monsieur, je vous attendais. Merci de m'accueillir. C'est tout à fait normal. D'avance, je vous demande pardon. Je vais peut-être réveiller chez vous des souvenirs, bons ou mauvais, je ne sais pas. En tout cas, voilà. D'accord. Alors, je vais remonter un petit peu dans l'histoire. Oui. Votre papa s'appelait Guy et votre maman Monique. Oui. Hein? Il semblerait qu'effectivement vos parents aient divorcé, c'est ça? Oui, mon père nous a quittés, moi j'avais 8 ans. Ma mère s'est retrouvée Seule. Avec ses 2 enfants. Avec ses 2 enfants. Je l'ai pas revu Votre depuis. papa? De toute façon, mon papa, oui, non. D'accord. Il était violent, hein, donc assez violent. Il était violent? Malheureusement, il buvait. On nous a tapé dessus, hein, des claques, des coups de poing. En étant à table, il fallait pas parler. Sinon, j'avais des coups de fourchette. Ça me marque à vie. Hein. C'est ma maman qui l'a mis dehors. De toute façon, on ne pouvait pas laisser ça comme ça, hein, de toute manière. Soit il aurait arrivé à malheur. Hein. C'était un monstre, on va dire. Au fur et à mesure de notre discussion, je me sens embarqué dans une histoire. Et là, je ne suis plus généalogiste, en fait. Je suis à son écoute. Elle a besoin de dire des choses. Je ne suis pas là pour ça, mais finalement, maintenant que je suis là, il faut que je l'entende. Je ne me suis pas encore attardé sur Colette, la sœur, hein, donc de votre papa. C'est Colette, donc votre tante, qui fait que nous nous retrouvons tous les deux. Voilà. Colette est décédée en 2020, et donc notre rôle à nous, c'est de retrouver ses héritiers. Et fatalement, il résulte de nos recherches qu'effectivement, vous êtes la seule héritière. D'accord. Donc, vous vous en doutiez vous... Ah non, pas du tout, non. Vraiment, ouais. Sincèrement, j'en reviens pas, quoi. Il n'y a aucun lien affectif, finalement. D'accord. Bon. À ma connaissance, Colette a eu des immeubles, des liquidités, et puis bon, elle avait un petit peu de compte en banque. Donc, on arrive à une succession qui est relativement coquette, je dirais. Puisque l'actif serait, à mon avis, supérieur à plus d'1 million, 1,2 million d'euros, ce qui n'est pas neutre. Hein? Je réalise pas. Hein. Ouais. J'arrive pas à trouver mes mots parce que ça, pouf, ça me tombe sur la tête. Après, quand c'est vraiment éloigné, oui. Autant d'années. Oui. Non, franchement, j'ai quand même une chance. Je me dis, bon, malgré que j'en ai souffert, finalement, j'en suis sortie la tête haute, on va dire. Quelque part, je la remercie, hein, si elle m'entend là-haut. On s'est tellement privé de beaucoup de choses. On va dire qu'on va respirer un peu mieux. Ouais, une bouffée d'air, on va dire. Finalement, la loi est plutôt bien faite puisqu'elle répare quelque chose qui n'a pas été fait. Mais de surcroît, dans l'histoire de Véronique et de Colette, finalement, ce que l'on pourrait imaginer être une injustice répare une autre injustice par cette succession. Unique héritière de la succession de Colette, cette tante qu'elle a finalement très peu connue, Véronique va percevoir près de 400 000 € une fois soustraite la part revenant à l'État et la commission perçue par Pascal. La guerre met les hommes à l'épreuve. Ceux qui la fuient deviennent des traîtres ou des héros. Et c'est parfois à distance que se vivent la colère ou l'amour au sein d'une même famille. C'est le cas dans le dossier de Leïs l'Irakien, pour lequel Pascal et Quider recherchent des héritiers. Grâce au travail de ses contacts en Irak, Quider, le spécialiste des pays arabes, en sait aujourd'hui beaucoup plus sur la famille du défunt. J'ai pu rentrer en contact avec les héritiers. Avec les héritiers, il avait plusieurs frères et sœurs. D'accord. Et le prénom qu'on avait trouvé en arabe sur le petit calepin, la petite fiche, correspondant au nom des héritiers, à certains des héritiers. D'accord. Tu permets, je vais te montrer l'arbre que j'ai pu établir pour t'expliquer un peu plus. Alors, montre-moi ça, je suis impatient. On se retrouve avec des héritiers.
Et ça fait du monde quand même. Et oui. Il a également découvert que certes, la maman du défunt était originaire de la région de Mossoul, mais qu'elle s'était mariée à Bagdad et que la famille s'y était installée depuis près de 50 ans. Alors, on a 3 frères et une sœur qui sont sur Bagdad, qui sont vivants. D'accord. Et j'ai découvert qu'on a 2 frères prédécédés en Irak qui laissent de la descendance. Eux aussi sur Bagdad. Domiciliés à Bagdad. 4 neveux et nièces. Voilà. D'accord, parfait. Mais il y a un frère qui laisse 2 enfants, Rim et Abdullah, qui seraient, d'après nos informations, aux USA. Abdullah, l'un des neveux du défunt, aurait donc quitté l'Irak pour les États-Unis. Ah oui, il serait parti là-bas. Pour le coup, je n'aurais pas misé sur les États-Unis, c'est quand même... Ils ont quand même des relations compliquées, les 2 pays, entre les États-Unis et l'Irak. Ce que j'ai compris après les échanges avec la famille, qu'il y a eu des conflits. Ils sont assez vagues sur ces problèmes. Sur la situation. Voilà, il m'a dit franchement, on est fâchés, on ne se parle pas depuis des années. Du coup, donc, tu as eu tous les Irakiens, tous les gens qui habitent tous à Bagdad. La réaction, c'est quoi? Je peux te confirmer qu'il y a, un secret qui se cache derrière, parce que j'ai pu parler longtemps avec Ayad pour savoir, qui me raconte un peu l'histoire de son frère. J'ai essayé de creuser un petit peu. Le frère était assez fou. Il m'a dit, voilà, il avait des problèmes en Irak, il ne pouvait pas rentrer. Merci. En attendant d'organiser son voyage en Irak, Pascal va d'abord tenter de retrouver Abdullah, le neveu exilé aux États-Unis. Pour cela, il se rend à Paris pour demander de l'aide à Brice, son homologue, spécialiste de l'Amérique du Nord. Après plusieurs semaines de recherche, Brice a localisé le jeune homme de 33 ans. Abdullah vit aux États-Unis depuis 2011. Ravi de vous rencontrer et de mettre un visage sur un nom. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi. Ça doit être surprenant quand on habite aux États-Unis d'être contacté par un généalogiste français. Honnêtement, au début, j'ai pensé que c'était une arnaque. Vous savez, comme les spams que l'on peut recevoir dans nos emails. Mais ensuite, vous avez mentionné le prénom de mon oncle. J'avais pas entendu parler de lui depuis 20 ans. Très vite, Abdullah explique à Pascal et Brice les raisons de son exil aux États-Unis. Pendant la Seconde Guerre du Golfe, au moment de l'invasion du pays par la coalition menée par l'armée américaine, le jeune Irakien travaille comme interprète pour les forces occidentales. Aux yeux de son peuple, Abdullah est considéré comme un traître. Il décide alors de quitter la région, comme son oncle Leïs l'avait fait 30 ans plus tôt. Vous n'étiez plus en rapport avec cet oncle. Vous l'avez peut-être même pas connu d'ailleurs. Il me semble que mon oncle est parti d'Irak en 82 ou 83, je ne sais plus précisément. Mais c'était au début des années 80, quand la guerre Iran-Irak a débuté. Moi, je suis né en 1988, donc je n'ai jamais vraiment eu de contact avec lui. Mais cette histoire me replonge dans les souvenirs lointains. Je me revois quand j'étais petit garçon dans la maison de ma grand-mère. À l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone portable. On avait un vieux téléphone, vous voyez. Et je me souviens que quand ce téléphone sonnait, nous, les enfants, on courait le plus vite possible pour venir décrocher parce qu'on espérait que ça soit notre oncle de l'étranger. On ne le connaissait pas réellement, mais on était fascinés par cette personne que l'on n'avait jamais vue. Tout ce que je sais de lui vient de mon père, d'histoires qu'il m'a racontées pendant mon enfance. À quel point il aimait l'école et à quel point il voulait mieux que ce que l'Irak avait à lui offrir. J'ai appelé mon fils comme lui. Mon petit garçon qui a 2 ans, je l'ai appelé Leïs. Ah, incroyable. Je savais pas. C'est une tradition. Vous donnez à votre fils le nom de celui qui a le mieux réussi dans la famille. Et pour moi, c'était lui, c'était mon oncle. Oh, le jeune Leïs. Oui. Aujourd'hui, Abdullah, vous n'avez plus de contact avec le reste de la famille en Irak. Si, j'ai encore quelques contacts avec eux. Je suis en contact avec ma sœur qui vit à Bagdad. Je vais rencontrer toute la famille en Irak pour leur donner également la part de succession qui leur revient. Vous allez en Irak? Oui. Yes. Profitez bien de l'Irak. Au revoir. Après leur entrevue avec Abdullah, le premier héritier retrouvé de Leïs, le défunt, Pascal et Kouider font donc le voyage à Bagdad pour rencontrer la famille de ce dernier.
Celle-ci fait partie de la classe moyenne. Le rendez-vous a lieu dans un quartier résidentiel de la capitale, chez Ayad, le cadet de la fratrie. Pour l'occasion, il a réuni ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, tous héritiers de Leïs. D'abord, je voudrais vous remercier, vous et toute votre famille, de nous accueillir chez vous aujourd'hui. J'aurais préféré vous voir dans d'autres circonstances. J'ai des questions, moi, à vous poser. Quel a été un petit peu le parcours de Leïs, de votre frère? C'était quelqu'un de très ambitieux et il a eu l'occasion de partir en France. Il a eu son doctorat dans le domaine des finances et il est resté à Avignon. Qu'est-ce que ça représente pour vous tous, le parcours de Leïs? C'est un exemple pour nous. On en est vraiment fiers dans la famille. Tout ce qu'il a accompli, c'était très difficile. C'est remarquable. Leïs, c'était quelqu'un de très gentil. J'étais le dernier de la famille et il m'a beaucoup aidé dans mes études avant de partir. Votre frère était quelqu'un qui était très apprécié à Avignon. Ce sont les photos de Leïs avant d'aller en France. Ah oui. Ça, c'est moi avec Leïs. Ah, c'est Leïs. Et vous? C'est toute la famille. Magnifique. L'arbre généalogique. Ça, c'est mon père et ma mère, moi. Ça, c'est mon grand frère qui est mort. Ça, c'est Leïs, Asma, ma sœur, Tariq qui est mort. Et ça, c'est Annie et Mohamed. Et pendant toutes ces années où il était en France, est-ce qu'il revenait en Irak? Il savait qu'il y avait toujours la guerre en Irak. Dans les années 90, comme vous le savez, il y avait l'embargo économique. Et en 2003, la guerre a repris. Il ne voulait pas revenir à cause du contexte. Du coup, vous ne vous êtes pas vus pendant des années, ni vous, ni la famille, avec Leïs.